pour l'invitation, mais aussi pour l'initiative d'avoir réuni tous les centres de rhumatologie de l'Algérie. Donc, on va parler de l'éducation thérapeutique dans la maladie gouttes. Voici le plan de notre exposé. Vous connaissez tous, la goutte, c'est un rhumatisme métabolique qui est lié à un trouble du métabolisme de l'acide urique et qui est responsable de manifestations articulaires qui sont chroniques, mais qui a le potentiel d'être guéri grâce à un traitement pharmacologique et qui doit être observé au long cours. Donc, la goutte est sans doute le rhumatisme le plus ancien qui a été décrit dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, et qui a été décrit à la période de la troisième dynastie de l'Égypte ancienne. Hippocrate lui a donné le nom de podagre ou podagra, donc c'est pris par le pied, et qui a décrit une maladie très invalidante. La prévalence de la maladie goutteuse, elle est très importante en Amérique du Nord, où elle atteint plus de 4%. Donc, et en Australie, vous voyez ici en vert foncé, en bleu foncé, et elle est entre 1 et 3% dans les pays européens, mais aussi en Asie-Pacifique. Et vous voyez, la prévalence est très importante aussi en Chine. L'incidence ne cesse d'augmenter. Donc, elle a explosé ces 20 dernières années. Nous avons les données ici qui ont augmenté pour certains pays, au Canada, en Suède ou en Corée du Sud, où il y a une consommation très importante de poissons gras, à savoir le hareng, le maquereau, le saumon aussi. Le problème avec la maladie goutteuse, c'est une pathologie qui est mal prise en charge par les médecins et qui est négligée par les malades. Le problème, c'est sans doute surtout la faible adhésion concernant le traitement hypouricémiant. Nous avons cette enquête qui a été effectuée chez plus de 240 médecins généralistes au Royaume-Uni qui montre que seulement un tiers des médecins généralistes orientent les patients goutteux vers un rhumatologue, alors que les 2 tiers jugent que ce n'est pas nécessaire d'orienter vers quelconque spécialiste. Aussi, cette enquête trouve que 9 médecins généralistes sur 10 sont très confiants concernant leurs connaissances, concernant la prise en charge diagnostique, mais aussi thérapeutique de la maladie goutteuse. Toujours dans la même enquête, 62% des patients suivis par les médecins généralistes et sous traitement, pourtant sous traitement, ont toujours des taux d'acide urique qui sont supérieurs, donc qui restent en hyperuricémie, supérieurs à 60 mg par litre. Et seulement le quart des patients suivis par les médecins généralistes, leurs taux d'acide urique sont régulièrement contrôlés. Les goutteux signalent qu'il y a un manque d'informations concernant leur pathologie. D'ailleurs, les moyens de communication sont souvent défectueux, de mauvaise qualité ou parfois erronés. D'où la place de l'éducation thérapeutique dans cette pathologie. D'ailleurs, un programme d'éducation thérapeutique a montré une meilleure adhésion au traitement hypouricémiant, donc que ce soit sur 6 mois ou sur 12 mois. Donc, le médecin généraliste se place comme un acteur incontournable et un maillon fort dans la chaîne de prise en charge de la maladie goutteuse et il doit acquérir certaines connaissances pour une meilleure prise en charge de ces patients et pouvoir les transférer aux goutteux pour acquérir des compétences d'autogestion de leur pathologie au quotidien. Il doit connaître les mécanismes de la maladie goutteuse. D'abord, il y a le métabolisme de l'acide urique qui est dû à une dégradation des purines, à savoir l'adénine et la guanine. Il faut connaître les enzymes qui interviennent dans le métabolisme de l'acide urique. Nous avons les purines qui sont transformées d'abord en hypoxanthine et qui sont recyclées en acide inosinique grâce à une enzyme très importante qui est la GPRT ou l'hypoguanine phosphoribosyle transférase. Cette hypoxanthine est transformée à la fin en acide urique grâce à une enzyme très importante qui est la xanthine oxydase. Vous comprenez qu'en l'inhibant, on peut casser le cycle et diminuer le taux d'acide urique. Chez les félins et chez certaines bactéries, il y a une enzyme qu'on appelle l'urate oxydase ou l'uricase et qui est absente chez les humains et qui transforme l'acide urique en un produit qui est inoffensif qu'on appelle l'allantoïne. On peut recombiner cette uricase et qui peut être un traitement pour la maladie goutteuse. L'élimination de l'acide urique
se fait dans 2 tiers des cas au niveau rénal et dans 1 tiers des cas au niveau intestinal grâce au microbiote qui est plus élaboré chez les félins. L'élimination rénale peut être entravée par certains médicaments, par certains produits, à savoir les diurétiques, les antituberculeux, après la ménopause chez la femme et s'il y a insuffisance rénale chronique. Donc, on peut décrire les sources d'acide urique comme ces 2 robinets. On a un robinet qui représente les sources endogènes, à savoir la purinosynthèse de novo, le renouvellement cellulaire et la lyse cellulaire qui s'effectuent lors de processus hématologiques, lors d'hémopathie maligne, quand on a un psoriasis, mais aussi on a un robinet qui représente la source exogène, à savoir surtout l'alimentation, les sodas, les bières et les viandes rouges et les fruits de mer. Le corps humain ou les taux sanguins d'acide urique peuvent être représentés par cette baignoire. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser, c'est 60 mg par litre, donc que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Si ça dépasse, ça va déborder. Et l'hyperuricémie peut entraîner une cristallisation de cet acide urique. Au départ, elle est soluble, mais sous l'effet d'un pH acide, sous l'effet de facteurs physico-chimiques, ça va cristalliser et former ces microcristaux que vous voyez ici en forme d'aiguille. C'est l'urate de sodium, c'est la forme cristallisée de l'acide urique. Cette dernière peut se déposer au niveau articulaire, se précipiter et entraîner un phénomène inflammatoire en engageant les polynucléaires neutrophiles qui viennent phagocyter ces microcristaux et en les phagocytant vont entraîner la libération de cytokines pro-inflammatoires et entretenir l'inflammation. Donc, l'hyperuricémie, quand elle est au long cours, quand elle est chronique, donc, on aura accumulation de l'acide urique dans sa forme soluble, mais aussi dans sa forme de cristal ou de microcristaux et s'accumuler au niveau de la peau, des articulations, du tractus urinaire, mais aussi au niveau des vaisseaux. Donc, elle est responsable de certaines comorbidités et si elles sont préexistantes, la pathologie goutteuse ou l'hyperuricémie va les entretenir. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome métabolique qu'on retrouve souvent chez les patients goutteux. On peut retrouver aussi des problèmes rénaux, des problèmes de la fonction rénale, une dyslipidémie, un phénomène d'insulinorésistance, mais aussi l'hypertension qui est fortement corrélée à l'hyperuricémie. Il faut connaître aussi les différentes étiologies de la maladie goutteuse. Donc, on a la goutte primitive qu'on voit surtout chez les hommes de la quarantaine. C'est des patients qui sont généralement gros mangeurs. Ils peuvent être buveurs de bière ou d'alcool fort, mais aussi souvent pléthoriques. La goutte secondaire, généralement, elle est secondaire à une insuffisance rénale chronique, à certaines hémopathies, à la prise de certains médicaments, les antituberculeux, la pyrazinamide, les thambutol, les diurétiques, tous les diurétiques, mais aussi la cyclosporine A. On a aussi la goutte enzymatique qui est due à un déficit complet ou incomplet de la GPRT et qui donne le syndrome de Lesch-Nyhan. C'est une goutte qui est précoce, qui se voit dès l'enfance et c'est une forme souvent létale. Donc, c'est une goutte compliquée souvent, donc avec tophus, des tophies et une atteinte rénale. Et c'est une goutte qui est vraiment problématique car elle entraîne des douleurs au point que le patient se mord les doigts, se mord la langue ou se morde les lèvres. Il faudrait que le médecin généraliste sache détecter sur quel type de population va se greffer la maladie goutteuse, donc les facteurs de risque. Donc, on a des facteurs de risque qui sont modifiables, c'est la prise de médicaments qu'on vient de voir, mais aussi l'alimentation, la consommation de certains poissons gras, surtout la sardine, les viandes rouges, mais aussi la consommation d'alcool fort et de boissons sucrées, de soda. Mais aussi, on a l'obésité et le surpoids. Les facteurs de risque non modifiables, on a la ménopause chez la femme, on a l'insuffisance rénale chronique, on a un facteur d'irritabilité dans la pathologie goutteuse, donc la génétique intervient, et on a le sexe masculin qui est plutôt exposé à cette maladie. Il faudrait aussi que le médecin général sache connaître les facteurs qui peuvent déclencher une crise de goutte, à savoir après une chirurgie, après un traumatisme, après la prise de certains médicaments, surtout les diurétiques, un jeûne prolongé, un repas copieux, mais aussi la prise importante d'alcool. Il faudrait que le médecin généraliste sache connaître aussi l'expression clinique de cette pathologie. Donc, la maladie goutteuse évolue par différentes phases. On a l'hyperuricémie asymptomatique d'abord, qui est silencieuse, puis sous l'effet de certains facteurs de risque, on a
l'installation de la goutte avec la première crise de goutte ou la goutte aiguë, puis une phase intercritique où on a une période de silence puis de crisette qui se greffe. Et enfin, si on ne traite pas, on a une goutte compliquée. On va les voir un à un. Donc, d'abord, l'hyperuricémie asymptomatique. Donc, l'hyperuricémie, il faudrait savoir la définir, c'est le seuil de solubilité de l'urate de sodium dans le plasma, au-dessus duquel l'urate va se cristalliser. Il est défini à la température de 37 degrés chez la femme comme chez l'homme, entre 64 et 65 mg par litre. Et à 35 degrés, c'est la température qui est au niveau du gros orteil, elle est estimée à 60 mg par litre. D'ailleurs, le groupe LAR, a retenu ce seuil comme définition de l'hyperuricémie asymptomatique. Sous l'effet de certains facteurs de risque, comme surtout l'irritabilité, on aura l'installation de la maladie goutteuse. Ce n'est pas tous les hyperuricémiques qui vont faire une maladie goutteuse, seulement 20% vont faire une maladie goutteuse. Donc, on a la goutte aiguë. La goutte aiguë, donc, elle va s'exprimer par la crise de goutte, c'est ce qu'on appelle la crise de goutte. On aura une arthrite de la métatarso-phalangienne, c'est la description typique, mais ça peut atteindre cette arthrite le genou ou la cheville. Donc, ça commence toujours au niveau du membre inférieur. Donc, parfois, c'est accompagné de signes généraux, à savoir un fibricule, l'asthénie et des frissons. Il faudrait faire la différence devant cette monoarthrite avec ses signes généraux, avec l'arthrite septique. À la biologie, bon, on aura un syndrome inflammatoire biologique. Le taux d'acide urique latent peut être normal, il faudrait le préciser chez le patient lors d'une crise de goutte. Et la radio peut être aussi normale au départ. Donc, si on a du liquide synovial qu'on pourra ponctionner, ben, il sera de type inflammatoire, il sera riche en cellules et on va détecter à la microscopie optique à lumière polarisée les fameux microcristaux d'urate de sodium en forme d'aiguilles qui sont fortement biréfringents en lumière polarisée. Donc, après la première crise, on aura, si on n'a pas de traitement, donc la goutte intercritique, où on a des crisettes au départ, puis avec le temps, donc on aura de grosses crises de gouttes. Donc, cette étape peut s'étaler sur plus de 20 ans. Et si on ne traite pas, on aura une goutte compliquée. C'est après plusieurs années d'hyperuricémie chronique sans traitement de fond, on aura des dépôts au niveau articulaire, au niveau du tractus urinaire, mais aussi au niveau cutané. Au niveau cutané, on aura les fameux tophies qu'on recherche au niveau des pavillons des oreilles, au niveau de toutes les articulations, mais aussi en regard des tendons. On aura des manifestations aussi articulaires avec ces destructions, ces érosions en géode de Halbard, même au niveau du pied, au niveau de la métatarso-phalangienne, avec un pied hérissé qu'on voit ici avec des ostéophytes. Aussi, les manifestations rénales, il faudrait les connaître, à savoir les lithiases rénales, les crises de colique néphrétique et l'insuffisance rénale chronique qui vient entretenir l'hyperuricémie et nous fait tomber dans un cercle vicieux. Donc, les critères diagnostiques, on a les critères de classification de la goutte ACR-EULAR 2015 qui nous aident à retenir le diagnostic avec des items cliniques, mais aussi biologiques pour l'hyperuricémie, mais aussi l'imagerie. On a des signes de dépôt d'urate de sodium qu'on détecte à l'échographie, mais aussi au DECT, qui est une technique d'imagerie qui en fait associe la scintigraphie au scanner et les images de destruction articulaire. Comment on prend en charge la maladie goutteuse? Donc, on a plusieurs volets qu'il faudrait considérer. On a l'hygiène de vie et le régime alimentaire. Il faudrait exercer une activité physique de façon régulière et lutter contre le surpoids. Il faudrait prendre en charge toutes les comorbidités. C'est très important à signaler aux patients. Et on a le volet du traitement pharmacologique qu'on verra plus tard. Donc, d'abord, on a l'hygiène de vie et le régime alimentaire. Il faut assurer la perte de poids, c'est très important. Il faut aussi avoir une activité physique modérée et régulière. Aussi conseiller des boissons, c'est surtout l'eau, 1 à 1,5 litres par jour et favoriser certains aliments. Donc, à éviter les alcools forts, la consommation de bière, mais aussi de soda. Le café, le thé est autorisé et la prise aussi de produits laitiers, mais qui sont allégés.
Donc, nous avons à travers cette pyramide le régime alimentaire. On a les articles qui sont à la base, vous avez les articles qui sont plutôt conseillés aux patients. En vert, vous avez les aliments qui sont autorisés. Et en orange ou en rouge, vous avez en sommet de cette pyramide les aliments qu'il faudrait éviter. Donc, à savoir les viandes rouges, les poissons gras, la sardine, le beurre, les produits sucrés. Donc, il faudrait aussi savoir rappeler aux patients aussi de communiquer aussi avec certains spécialistes, surtout les cardiologues, pour arrêter les médicaments à pouvoir hyperuricémiant. Pour le traitement pharmacologique, on a deux volets très importants. On a le traitement de la crise et le traitement hypouricémiant. D'abord, le traitement de la crise. Donc, il faudrait aussi signaler que la mise de poche de glace peut être soulager les symptômes au départ. Donc, c'est très important de mettre une poche de glace pour les crises. Donc, nous avons aussi le traitement médicamenteux, à savoir la colchicine, qui est un test diagnostique aussi, la sensibilité à la colchicine. Et on a les INS si on a une intolérance, une contre-indication à la colchicine. Pour la colchicine, elle est active surtout si on l'instaure tôt, lorsque on a une crise de goutte. Elle ne diminue pas l'uricémie. Attention, beaucoup de généralistes confondent concernant le traitement de la goutte proprement dite, donc le traitement de fond, ce n'est pas la colchicine. Il faudrait connaître les effets secondaires de cette thérapeutique, à savoir donc les manifestations surtout digestives, elle est pourvoyeuse d'accélération du transit, les manifestations cutanées et neuromusculaires. Ça peut être aggravé par une insuffisance rénale préexistante ou hépatique. Il y a aussi les interactions médicamenteuses qu'il faudrait connaître, donc à savoir avec les macrolides, la pyostacine, la cyclosporine et surtout les statines, attention risque de rhabdomyolyse, mais aussi la consommation de jus de pamplemousse dans les 24 heures. Ça peut potentialiser aussi les AVK. Donc, une petite dose peut suffire. Donc, on commence à 1 mg, puis 0,5 mg une heure plus tard. On peut arriver à 0,5 3 fois par jour jusqu'à cessation des signes. Il faudrait traiter tôt et sensibiliser les patients à avoir toujours leur boîte de colchicine dans la poche. Donc, ça rentre dans le volet de l'éducation thérapeutique. Le traitement hypouricémiant. L'objectif, c'est arriver à moins de 60 mg par litre. Et le traitement hypouricémiant doit être pris au long cours. C'est très important. Donc, on a l'arsenal thérapeutique, on a les inhibiteurs de la xanthine oxydase. D'abord, l'allopurinol, c'est des comprimés généralement de 100 mg. C'est ce qui est disponible en Algérie. On n'a que le 100 mg pour l'instant. Donc, on commence à dose faible, on commence à 100 mg et on peut augmenter selon les besoins pour arriver à la cible de moins de 60 mg par litre. Quand on commence le traitement, toujours associer attention à la colchicine pendant les 3 à 6 premiers mois. Aussi, il faudrait savoir adapter les doses d'allopurinol en fonction de la clearance à la créatinine. Donc, pour moins de 30, donc, il faudrait donner moins de 100 mg par jour. Il faudrait savoir connaître aussi les signes d'intolérance de l'allopurinol, à savoir le syndrome d'hypersensibilité. On a le DRESS syndrome, mais aussi le LAEL qui est fatal. Et on a des manifestations digestives, l'élévation des transaminases et la suppression de la moelle osseuse qui est rare. Donc, les principales manifestations sont cutanées dans 92% des cas et qui peuvent entraîner le décès dans 21% des cas. Attention. Donc, si on a une allergie à l'allopurinol, on peut avoir recours au febuxostat. C'est des comprimés de 80 mg et de 120 mg. Donc, on donne une dose quotidienne de 80 mg ou 120 mg par jour. Il est mieux toléré concernant les patients donc, qui ont une insuffisance rénale. On a les uricosuriques, donc ils n'existent plus en AMM, donc c'est surtout en ATU. On a le probénécide et surtout la benzobromarone. On a le losartan qui est un anti-ARA2, donc c'est un ARA2, antagoniste de l'ARA2, donc qui peut diminuer le taux d'uricémie. On a l'uratoxydase ou l'uricase, c'est surtout le Fasturtec qui est utilisé dans les grandes hyperuricémies. Donc, l'indication d'un agent hypouricémiant, c'est les crises répétées, plus de 2 crises par an.
Aussi, les gouttes compliquées, à savoir les gouttes tophacées avec lithiase rénale, mais aussi avec maladie rénale chronique, les hyperuricémies asymptomatiques, on ne les traite pas, attention, sauf si on a un traitement cytotoxique associé. Pour les néphrologues, ils préconisent, si hyperuricosurie supérieure à 1000 mg par 24 heures, de traiter les hyperuricémies asymptomatiques. Donc, il faudrait sensibiliser sur la nécessité de l'adhésion au traitement pour le patient, accepter leur maladie. L'observance est très importante. Il faudrait persévérer dans le temps pour un meilleur bénéfice à long terme. Donc, en conclusion, vous voyez que la maladie gouteuse est assez courante, donc elle est associée à certaines comorbidités. Le médecin généraliste est le premier éducateur concernant les patients goutteux. Il doit acquérir certaines connaissances, savoir connaître les sujets à risque de développer cette maladie, sensibiliser les patients sur les facteurs qui peuvent déclencher la crise de goutte, mais aussi sur l'importance du traitement hypouricémiant, de le prendre au long cours, d'adhérer au traitement, appuyer l'importance du régime alimentaire, de l'hygiène de vie, de l'exercice physique et de lutter contre les comorbidités. Je vous remercie. Merci, professeur Bungana. Et j'appelle la communication suivante.